La tempête s'abattait sur la côte normande avec une fureur presque surnaturelle. Des éclairs déchiraient le ciel d'encre, illuminant par instants la silhouette solitaire du phare de Kerdre. À l'intérieur, Victor Devereaux, 53 ans, le visage buriné par des décennies passées en mer, observait l'horizon déchaîné à travers sa longue vue. Encore une nuit à veiller sur les fous qui oseraient naviguer par ce temps, marmonna-t-il en essuyant l'embrun qui perlait sur sa barbe grisonnante. Soudain, un éclair plus violent que les autres déchira les ténèbres. Victor se figea. Là, à moins d'un mille nautiques, se découpait la silhouette impossible d'un trois-mâts aux voiles noires, fendant les vagues monstrueuses comme si elles n'étaient que de simples ondulations. Par tous les saints! Souffla-t-il en laissant tomber sa longue vue. Le navire n'arborait aucun feu de position, aucun signal de détresse. Ses voiles, d'un noir d'obsidienne, semblaient absorber la lumière même des éclairs. Victor connaissait toutes les routes maritimes, tous les bateaux qui passaient au large de son phare. Celui-ci n'appartenait à aucune flotte connue. Un frisson glacial parcourut son échine quand, l'espace d'un instant, il crut apercevoir une silhouette à la barre, un homme en costume d'époque, le visage dissimulé sous un chapeau à large bord, qui semblait le fixer directement malgré la distance. Impossible, murmura-t-il en se précipitant vers la radio. Navire non identifié au large de Kerdre, ici le phare de la Pointe. Répondez, navire non identifié. Seul le crépitement de l'électricité statique lui répondit. À ce même moment, à plus de 200 km de là, les gargouilles de Notre-Dame de Paris semblaient s'animer sous la pluie battante. Leurs grimaces de pierre paraissaient plus expressives, comme si elles observaient quelque chose que nul œil humain ne pouvait percevoir. Dans les salles désertes de la Bibliothèque nationale, Élise Moreau, jeune historienne spécialisée dans le folklore maritime, s'était assoupie sur une pile de documents anciens. Un coup de tonnerre la réveilla en sursaut. Ses yeux se posèrent immédiatement sur le document qu'elle étudiait avant de s'endormir, le journal de bord du capitaine Sébastien Malraux, corsaire au service du roi, disparu en mer en 1789 dans des circonstances mystérieuses. « Mon Dieu » murmura-t-elle en lisant la dernière entrée du journal. Il savait qu'ils allaient le trahir. La page était tachée de ce qui semblait être du sang séché, et les derniers mots, écrits d'une main tremblante, résonnèrent en elle avec une clarté troublante, « Je reviendrai. Par les gardiens de pierre et le sang des traîtres, je reviendrai réclamer ce qui m'est dû. » Élise frissonna. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, et quelque chose dans l'air avait changé. Comme si une présence ancienne et malveillante venait de s'éveiller après un long sommeil. À Kerdre, Victor fixait toujours l'horizon, mais le mystérieux navire avait disparu aussi soudainement qu'il était apparu. Seule demeurait cette sensation oppressante, ce murmure à peine audible porté par le vent, « Rejoins-moi ». L'aube se levait timidement sur Paris, dissipant les derniers vestiges de la tempête nocturne. Élise Moreau gravissait les marches humides de Notre-Dame, le journal du capitaine Malraux soigneusement protégé dans sa sacoche. La cathédrale, majestueuse et silencieuse, semblait l'attendre. « Mademoiselle ? Vous êtes bien matinale » lança une voix masculine qui la fit sursauter. Élise se retourna pour découvrir un homme d'une trentaine d'années, aux mains couvertes de poussière de pierre, qui la dévisageait avec curiosité. « Je suis Laurent Vasseur, sculpteur-restaurateur » se présenta-t-il en essuyant sa main sur son pantalon avant de la lui tendre. « Je travaille sur les gargouilles de la façade nord. » Élise Moreau, historienne, répondit-elle en serrant sa main. « Je fais des recherches sur une légende maritime qui mentionne curieusement les gargouilles de Notre-Dame. » Laurent haussa un sourcil intrigué. « Vraiment ? Ces vieilles chimères ont décidément bien des secrets. » Il hésita un instant avant d'ajouter à voix basse, « Parfois, je jurerais qu'elle me parle. »« Comment ça ?» demanda Élise, soudain très attentive. Des murmures, des chuchotements incompréhensibles. Mes collègues pensent que c'est l'acoustique particulière des hauteurs de la cathédrale, mais... Il s'interrompit, visiblement embarrassé. « Vous allez me prendre pour un fou. »« Pas du tout, » répondit Élise en sortant le journal de sa sacoche. « Écoutez ceci, les gardiens de pierre veillent sur le pacte. Tant qu'ils observeront Paris, mon âme restera enchaînée aux abysses. » Laurent pâlit visiblement. Qui a écrit cela? Le capitaine Sébastien Malraux, corsaire français disparu en 1789. Son navire, le Vengeur, a sombré dans des circonstances mystérieuses. Pendant ce temps, à Kerdre, Victor Devereaux n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Les cernes soulignaient son regard hanté tandis qu'il scrutait encore et encore l'horizon désormais calme. La vision du navire fantôme l'obsédait, tout comme cette voix qui l'appelait dans ses rêves éveillés.
Victor Devereaux, murmura-t-il pour lui-même, tu deviens fou, mon vieux. Pourtant, quelque chose au fond de lui savait que ce qu'il avait vu était réel. Plus troublant encore, il ressentait un étrange sentiment de familiarité, comme si ce navire et son capitaine spectral faisaient partie d'une histoire qu'il connaissait déjà. À Notre-Dame, Élise et Laurent avaient grimpé jusqu'à la galerie des Chimères. Face à eux, les gargouilles grimaçantes semblaient les observer avec une intelligence inquiétante. Celle-ci, dit Laurent en désignant une créature particulièrement grotesque, mi-homme mi-poisson, est différente des autres. Elle a été ajoutée lors d'une restauration en 1790, juste après la Révolution. Élise s'approcha, fascinée. La gargouille tenait entre ses griffes ce qui ressemblait à un petit navire. Le Vengeur, souffla-t-elle. C'est le navire du capitaine Malraux. Laurent fronça les sourcils. Comment est-ce possible? Vous avez dit qu'il avait disparu en 1789. Exactement. Cette gargouille raconte son histoire, ou l'emprisonne d'une certaine façon. Un coup de vent soudain fit claquer le journal ouvert entre les mains d'Élise, tournant les pages jusqu'à une carte maritime annotée de symboles étranges. Regardez, dit-elle en montrant un point sur la carte. C'est la position où le Vengeur aurait sombré. Et ces symboles tout autour. Ce sont des représentations des gargouilles de Notre-Dame, compléta Laurent, stupéfait. Comme si elles formaient un cercle mystique autour du point de naufrage. À cet instant précis, à des centaines de kilomètres de là, Victor Devereaux sentit une douleur fulgurante lui traverser la poitrine. Dans le miroir embué de sa salle de bain, il crut apercevoir, l'espace d'une seconde, non pas son reflet, mais celui d'un homme en costume d'époque, au regard brûlant de haine. « Rejoins-moi » semblèrent articuler les lèvres du reflet. Le sang appelle le sang. La bibliothèque privée du manoir de la Tour, dans le 16e arrondissement de Paris, était plongée dans la pénombre. Seule la lueur vacillante d'une lampe éclairait le visage anxieux de François de la Tour, héritier d'une des plus anciennes fortunes de France. Ses doigts tremblants caressaient distraitement la petite marque en forme d'encre qu'il portait à la base du cou, un étrange héritage familial. « Monsieur » annonça le majordome depuis le seuil, « il y a une jeune femme qui insiste pour vous voir. » Une certaine Élise Moreau. François tressaillit. « Faites-la entrer, Antoine. » Élise pénétra dans la bibliothèque, impressionnée par les rangées de livres anciens qui montaient jusqu'au plafond. Laurent l'accompagnait, visiblement mal à l'aise dans ce cadre aristocratique. « Monsieur de la Tour, commença Élise sans préambule, je vous remercie de nous recevoir. Je fais des recherches sur le capitaine Sébastien Malraux et comment connaissez-vous ce nom ?» l'interrompit François, le visage soudain livide. « J'ai découvert son journal de bord » répondit Élise en sortant le document de sa sacoche. Il y mentionne 3 familles parisiennes, les de la Tour, les Mercier et les Rousseau. Il les accuse de trahison. François se leva brusquement, dévoilant involontairement la marque sur son cou. Cette histoire appartient au passé. Elle devrait y rester. Cette marque, intervint Laurent en désignant le cou de François, elle ressemble étrangement à celle gravée sur la gargouille que je restaure. Un silence pesant s'installa. François finit par soupirer profondément. C'est la marque des damnés, murmura-t-il. Tous les premiers-nés mâles de notre famille la portent depuis 1789. Une malédiction, selon la légende familiale. À Kerdreux, Victor recevait une visite inattendue. Marianne Leblanc, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, se tenait sur le pas de sa porte. « Je sais ce que vous avez vu hier soir » annonça-t-elle sans préambule. « Le Vengeur est de retour, et vous êtes en danger, Victor Devereaux. »« Qui êtes-vous » demanda Victor, méfiant mais étrangement soulagé que quelqu'un d'autre reconnaisse la réalité de sa vision. « Une voyante, certains diraient. Je préfère me considérer comme une gardienne de mémoire. Ma famille veille sur cette histoire depuis 7 générations. » Dans la bibliothèque des de la Tour, François avait sorti d'un coffre-fort dissimulé derrière un tableau un petit coffret en bois de rose. « Voici tout ce que je sais, dit-il en l'ouvrant. Des lettres, des documents qui racontent comment nos ancêtres ont piégé le capitaine Malraux. »« Piégé » répéta Élise. « Ils étaient ses associés, ses financiers. Mais Malraux avait découvert quelque chose qui les terrifiait. Alors ils l'ont trahi, ont saboté son navire. » François hésita avant d'ajouter, « et ils ont fait un pacte avec l'Église pour emprisonner son âme. » Les gargouilles, souffla Laurent. Elles sont les geôlières de son esprit. À cet instant précis, un cri déchirant retentit à l'étage supérieur du manoir. Ils se précipitèrent tous les 3 vers la source du bruit,
pour découvrir avec horreur la salle de bain du maître des lieux inondée d'eau de mer. Antoine, le majordome, flottait face contre l'eau, le corps gonflé comme s'il s'était noyé en pleine mer. C'est impossible, balbutia François. Comment de l'eau de mer peut-elle? Il est revenu, murmura Élise en fixant le mur où des algues marines dessinaient grossièrement la silhouette d'un navire à 3 mâts. Le capitaine Malraux a trouvé un moyen de contourner la protection des gargouilles. À Kerdreux, Marianne expliquait à Victor la terrible vérité. Vous portez son sang, Victor. Vous êtes le dernier descendant direct du capitaine Malraux, bien que votre famille ait changé de nom pour échapper à la malédiction. Victor sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'est pour ça qu'il m'appelle. Il a besoin d'un hôte vivant pour accomplir sa vengeance, confirma Marianne. Et la tempête d'hier soir a affaibli le sort qui le maintenait prisonnier pendant plus de 2 siècles. Un éclair illumina soudain la pièce, révélant brièvement dans le miroir face à eux non pas leur reflet, mais celui d'un homme au regard cruel et déterminé, vêtu d'un uniforme de capitaine du XVIIIe siècle. Nous devons nous rendre à Paris, déclara Marianne. Immédiatement. L'appartement d'Élise, niché sous les toits du quartier latin, était devenu leur quartier général improvisé. Des documents anciens, des photocopies du journal de Malraux et des croquis des gargouilles couvraient chaque surface disponible. Laurent, assis en tailleur sur le tapis, étudiait la carte maritime trouvée dans le journal. Ces coordonnées, dit-il en pointant un ensemble de chiffres, elles ne correspondent à aucun lieu en mer. C'est, à Paris. François, qui n'avait pas quitté les 2 chercheurs depuis la découverte macabre dans son manoir, s'approcha. Montrez-moi. Élise superposait déjà un plan moderne de Paris à la carte ancienne. C'est exactement sous Notre-Dame, constata-t-elle. Comme si le trésor que Malraux aurait découvert se trouvait dans les cryptes de la cathédrale. Pas un trésor ordinaire, intervint une voix depuis le seuil de l'appartement. Tous se retournèrent pour découvrir une femme d'âge mûr et un homme aux traits tirés qui se tenait dans l'encadrement de la porte qu'Élise avait laissée entr'ouverte. « Qui êtes-vous » demanda Laurent en se levant d'un bond. Marianne Leblanc, se présenta la femme. Et voici Victor Devreau. Nous avons des informations sur le capitaine Malraux qui pourraient vous intéresser. Comment nous avez-vous trouvé, s'enquit Élise, méfiante. Les mêmes forces qui ont guidé vos recherches m'ont conduite à vous, répondit simplement Marianne. Le destin tisse sa toile, mademoiselle Moreau. Victor s'avança, visiblement mal à l'aise. Je suis apparemment un descendant de Malraux. Et depuis la tempête d'avant-hier, je vois des choses. Je l'entends m'appeler. François dévisagea Victor avec un mélange de crainte et de fascination. Vous portez la marque? Victor déboutonna légèrement sa chemise, révélant une marque identique à celle de François, mais plus prononcée, presque enflammée. La marque du capitaine, murmura Élise. Alors que François porte celle des traîtres. Un silence lourd s'installa, que Laurent finit par rompre. J'ai terminé la restauration de la gargouille ce matin. J'ai trouvé quelque chose à l'intérieur. Il sortit de sa poche un petit objet enveloppé dans un chiffon. En le dépliant délicatement, il révéla une clé en bronze, ornée de symboles marins et religieux entremêlés. Une clé de crypte, souffla Élise. Celle de Notre-Dame? Nous devons y aller, déclara Marianne. Maintenant. La nuit dernière, un second descendant des familles maudites a été retrouvé noyé dans son lit. Henri Mercier. Mon cousin, balbutia François, chancelant. Comment est-ce possible? Le pouvoir du capitaine grandit, expliqua Marianne. Les gargouilles s'affaiblissent. Bientôt, il pourra se manifester pleinement dans notre monde. Ils se mirent en route vers Notre-Dame sous un ciel menaçant. En chemin, Victor semblait de plus en plus agité, s'arrêtant parfois pour fixer le vide, comme s'il voyait quelque chose d'invisible aux autres. Il est là, murmura-t-il à un moment, pointant la Seine. Son navire attend sous les eaux. Élise frissonna. Comment est-ce possible? La Seine n'est pas assez profonde pour dissimuler un 3 mâts. Le Vengeur n'est plus un navire ordinaire, répondit Marianne. C'est un vaisseau spectral qui navigue entre les mondes. Arrivés à Notre-Dame, ils trouvèrent la cathédrale étrangement déserte. Même les touristes habituels semblaient avoir déserté les lieux, comme repoussés par une force invisible. Les gargouilles, murmura Laurent en levant les yeux vers les créatures de pierre. Regardez-les attentivement. Tous levèrent les yeux. Dans la lumière déclinante du jour, les expressions des gargouilles semblaient avoir changé. Leurs grimaces n'étaient plus figées mais semblaient animées d'une tension, comme des sentinelles alertées par l'approche d'un ennemi.
Elles nous observent, chuchota François. Elles savent pourquoi nous sommes là. Victor s'effondra soudain à genoux, le visage crispé de douleur. Il arrive, gémit-il. Je le sens en moi. Il veut prendre possession de mon corps. Marianne s'agenouilla près de lui, posant une main apaisante sur son front. Résistez, Victor. Vous êtes plus fort que lui. Nous devons trouver ce que cache la crypte, décida Élise. C'est notre seule chance de comprendre comment arrêter tout ceci. Laurent sortit la clé ancienne. Allons-y, avant qu'il ne soit trop tard. Les marches de pierre usée menaient aux profondeurs de Notre-Dame, loin des regards des visiteurs ordinaires. La crypte s'enfonçait plus profondément que ce qu'Élise avait imaginé, bien au-delà des sections ouvertes au public. Laurent tenait une lampe torche dont le faisceau dansait sur les murs humides, révélant d'anciennes inscriptions latines. Ces textes ne figurent dans aucun guide, murmura Élise en passant ses doigts sur les gravures. On dirait, des formules d'exorcisme. François, qui fermait la marche, sursauta au bruit d'un goutte-à-goutte régulier. De l'eau, s'inquiéta-t-il. Nous sommes sous le niveau de la Seine, expliqua Laurent. L'humidité s'infiltre partout. Victor, soutenu par Marianne, semblait lutter contre une force invisible. Son visage alternait entre expressions de douleur et moments de calme apparent. Il y a quelque chose ici, articula-t-il difficilement. Quelque chose qu'il craint, et désire en même temps. Ils atteignirent finalement une porte circulaire en bronze, ornée de symboles marins et religieux identiques à ceux de la clé. Laurent inséra délicatement l'objet dans la serrure. Un mécanisme ancien grinça, et la porte pivota lentement sur ses gonds. La salle qui s'offrit à leurs yeux les laissa sans voix. Circulaire, elle était dominée par une maquette de Paris en son centre, chaque bâtiment reproduit avec une précision stupéfiante. Au-dessus, suspendues au plafond, des répliques miniatures des gargouilles de Notre-Dame formaient un cercle parfait. C'est une représentation magique de la ville, souffla Marianne. Un modèle mystique pour canaliser le pouvoir des gargouilles. Élise s'approcha d'un autel sur lequel reposait un livre ancien. Le grimoire des âmes enchaînées, Luelle sur la couverture. Daté de 1789. Elle l'ouvrit avec précaution, découvrant des pages remplies d'écritures en latin, français et ce qui semblait être un code naval ancien. C'est le pacte, murmura-t-elle. L'accord entre l'Église et les trois familles pour emprisonner l'âme du capitaine Malraux. Pourquoi l'Église se serait-elle impliquée dans une affaire de vengeance personnelle, s'interrogea Laurent. Parce que ce n'était pas qu'une simple vengeance, répondit Marianne en s'approchant d'un coffre scellé placé sous l'autel. Le capitaine Malraux avait découvert quelque chose durant ses voyages. Quelque chose que l'Église considérait comme hérétique. Victor s'effondra soudain à genoux, un cri déchirant s'échappant de sa gorge. Quand il releva la tête, son regard avait changé plus dur, plus ancien. La croix des abysses, articula-t-il d'une voix qui n'était pas la sienne. Ils me l'ont volé, puis m'ont condamné pour l'avoir possédé. Victor, appela doucement Élise. Victor n'est plus là, répondit l'homme avec un sourire cruel. Pas entièrement, du moins. François recula précipitamment. Malraux ? En chair et en os, répondit la voix à travers Victor. Ou presque. Son regard se posa sur François. Le sang des traîtres. Je sens la peur qui coule dans tes veines, comme elle coulait dans celle de ton ancêtre quand il m'a poignardé dans le dos. Marianne s'interposa. Laissez-le, capitaine. Votre querelle est ancienne. Toi, gronda la voix de Malraux, son regard s'adoucissant légèrement. Tu portes le sang de mon fidèle second, le seul qui ne m'ait pas trahi. Jean-Baptiste Leblanc, confirma Marianne. Mon ancêtre. Il a consacré sa vie à tenter de vous libérer, mais pas pour la vengeance, pour la paix. Élise continuait de parcourir le grimoire. La croix des abysses serait un artefact ramené des Caraïbes par Malraux. Elle aurait le pouvoir de communiquer avec les morts. Pas seulement communiquer, corrigea la voix de Malraux à travers Victor. Ouvrir les portes entre les mondes. L'Église craignait que je ne m'en serve pour déchaîner des forces qu'ils avaient passé des siècles à contenir. Laurent examinait la maquette de Paris. Les gargouilles forment un sceau mystique autour de la ville. Elles ne vous emprisonnent pas seulement, capitaine, elles protègent Paris de ce que vous pourriez invoquer. Un grondement sourd fit trembler les murs de la crypte. De l'eau commençait à s'infiltrer par le sol. La Seine se soulève, murmura François, terrifié. Il appelle son navire. Pas encore, répliqua Malraux, Victor en se relevant péniblement. Mais bientôt.
quand le dernier des traîtres aura payé sa dette de sang. Son regard se posa sur François, qui recula jusqu'à heurter le mur humide. Il reste un Rousseau, continua Malraux. Trouvez-le avant moi, et peut-être pourrez-vous encore sauver ces deux-là points. Il désigna François d'un geste méprisant. Élise referma le grimoire. Nous devons comprendre comment briser ce cycle de vengeance. La solution est forcément dans ce livre. Vous n'avez que jusqu'à minuit, annonça Malraux avant de s'effondrer. Victor reprit conscience, désorienté et épuisé. Qu'est-ce qui s'est passé, demanda-t-il faiblement. Il a parlé à travers vous, expliqua Marianne en l'aidant à se relever. Mais il ne peut pas encore prendre entièrement possession de votre corps. Les gargouilles l'en empêchent toujours, mais leur pouvoir s'affaiblit. Nous devons retrouver cette croix des abysses, décida Élise. Et découvrir où se cache le dernier Rousseau avant que Malraux ne le trouve. Laurent examina de plus près la maquette de Paris. Regardez, dit-il en pointant un minuscule bâtiment sur l'île Saint-Louis. Cette maison est marquée d'un symbole différent. François s'approcha. C'est l'ancien hôtel particulier des Rousseau. Il appartient toujours à la famille, mais personne n'y vit depuis des décennies. C'est là que nous devons aller, déclara Marianne. Immédiatement. Alors qu'ils quittaient précipitamment la crypte, aucun d'eux ne remarqua que l'eau qui s'infiltrait par le sol n'était pas l'eau douce de la Seine, mais de l'eau de mer, chargée de sel et portant des fragments d'algues océaniques. L'hôtel particulier des Rousseau se dressait, austère et silencieux, sur l'île Saint-Louis. Ses volets clos et sa façade noircie par le temps lui donnaient l'apparence d'un visage fermé, gardien de secrets séculaires. Le petit groupe se tenait devant la porte massive, hésitant. Personne n'y a vécu depuis 1962, expliqua François. Après le suicide inexpliqué du dernier occupant, Mathieu Rousseau. Suicide, répéta Élise. Ou première tentative de vengeance du capitaine? Le ciel s'était considérablement assombri, bien qu'il ne fût que 4 heures de l'après-midi. Des nuages d'un noir d'encre s'amoncelaient au-dessus de Paris, tournoyant étrangement au-dessus de Notre-Dame. Les gargouilles, murmura Laurent en observant le ciel. Elles réagissent à quelque chose. Victor, qui semblait avoir retrouvé une partie de ses forces, sortit de sa poche une vieille clé en fer forgé. Il me l'a donnée, dit-il simplement. Pendant que j'étais absent. Malraux veut que nous entrions, comprit Marianne. C'est peut-être un piège. Ou il a besoin de nous pour quelque chose qu'il ne peut pas faire lui-même, suggéra Élise. La clé tourna sans difficulté dans la serrure ancienne, et la porte s'ouvrit dans un grincement lugubre. L'intérieur était figé dans le temps, meubles empire recouverts de drap blanc, tableaux au cadre doré dissimulés sous des voiles de protection, épaisses couches de poussière partout. C'est comme si personne n'avait touché à rien depuis des décennies, souffla Laurent. François s'avança prudemment. Ma famille évitait de parler des Rousseau. Ils étaient considérés comme maudits. Avec raison, intervint Victor d'une voix étrangement détachée. Son regard semblait à nouveau lointain, comme s'il voyait au-delà du présent. Ils progressèrent dans le salon principal, où un grand portrait attira immédiatement leur attention. Il représentait un homme élégant du XVIIIe siècle, au regard perçant et à la posture aristocratique. Une plaque en cuivre sur le cadre indiquait « Comte Alexandre Rousseau, 1787 ». Le principal instigateur de ma trahison, murmura Victor d'une voix qui n'était pas tout à fait la sienne. Élise s'approcha du portrait, remarquant un détail troublant. Regardez ses yeux. Il semble suivre nos mouvements. À cet instant, un coup de tonnerre assourdissant fit trembler les murs de la demeure. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent complètement, plongeant la pièce dans une semi-obscurité inquiétante. Une tempête en plein Paris, murmura Laurent en s'approchant d'une fenêtre. Ce n'est pas naturel. Dehors, la pluie commençait à tomber avec une violence inouïe, martelant les vitres comme si elle cherchait à entrer. Dans le lointain, on distinguait la silhouette de Notre-Dame, où quelque chose d'étrange se produisait, les gargouilles semblaient se détacher lentement de la façade. Mon Dieu, souffla François. Elle bouge. Marianne sortit de son sac une bougie qu'elle alluma d'une main tremblante. Le cercle protecteur se brise. Les gardiens quittent leur poste. Victor s'effondra soudain, secoué de spasmes violents. Son corps se tordait de manière impossible, comme tiraillé entre deux forces opposées. Aidez-moi, gémit-il de sa propre voix, avant que son visage ne se transforme en un masque de fureur. Enfin, rugit la voix de Malraux. La nuit des âmes est venue. François tenta de s'enfuir, mais les portes claquèrent toutes simultanément, les enfermant dans le salon.
Le portrait du comte Rousseau commença à suinter un liquide noirâtre qui ressemblait à de l'eau de mer mêlée d'encre. « Où est-il » exigea Malraux à travers Victor, en s'avançant vers François. « Où est le dernier des Rousseau ?»« Je ne sais pas » balbutia François. « La lignée s'est éteinte avec Mathieu. »« Mensonge » rugit Malraux. « Je sens sa présence dans cette maison. » Élise, qui examinait frénétiquement la pièce à la recherche d'indices, remarqua une irrégularité dans le parquet sous le portrait. « Ici. Il y a quelque chose. » Laurent l'aida à déplacer un tapis, révélant une trappe dissimulée. Ensemble, ils parvinrent à la soulever, découvrant un escalier étroit qui s'enfonçait dans les ténèbres. « Une cache » murmura Marianne. « Typique des maisons de cette époque. » Malraux Victor s'approcha, son visage oscillant entre deux expressions, comme si deux âmes se battaient pour le contrôle du corps. « Descendez » ordonna-t-il. « Trouvez-le. » Élise prit la tête du groupe, suivie de Laurent et Marianne. François, terrorisé, fut poussé sans ménagement par Victor Malraux qui fermait la marche. L'escalier menait à une petite pièce voûtée, manifestement plus ancienne que la maison elle-même. Des étagères couvertes de fioles, de livres anciens et d'instruments nautiques tapissaient les murs. Au centre, sur un piédestal, reposait un coffret en bois de rose orné de motifs marins. La croix, souffla Malraux à travers Victor. Enfin. Mais ce qui attira l'attention d'Élise fut un lit de camp dans un coin de la pièce, avec des draps froissés et des restes de nourriture récents. « Quelqu'un vit ici » murmura-t-elle. Comme pour confirmer ses paroles, une silhouette émergea de l'ombre, un vieil homme aux traits aristocratiques, ressemblant étrangement au portrait du comte Rousseau. « Je vous attendais » dit-il d'une voix fatiguée. « Depuis si longtemps. »« Impossible » balbutia François. « Vous seriez. » Mathieu Rousseau, confirma le vieil homme. Officiellement mort en 1962. « Comment » demanda Élise, stupéfaite. « La malédiction » répondit simplement Mathieu. Elle ne nous permettait pas de mourir avant que la dette ne soit payée. Son regard se posa sur Victor Malraux. « N'est-ce pas, capitaine ?» Un sourire cruel déforma le visage de Victor. La dernière pièce du puzzle. Le dernier sang à verser. « Non » intervint Marianne en s'interposant. Ce cycle de vengeance doit cesser. Mathieu s'approcha du coffret et l'ouvrit délicatement. À l'intérieur reposait une croix en métal noir, incrustée de pierres bleues profondes qui semblaient luire d'une lumière propre. « La croix des abysses » murmura-t-il. « L'artefact que mon ancêtre a volé au capitaine Malraux avant de le trahir. Celui qui permet de communiquer avec les morts, ou de les libérer. » À cet instant précis, un tremblement plus violent que les précédents secoua la maison entière. Des gouttes d'eau salée commencèrent à perler du plafond. « Les gargouilles ont quitté leur perchoir » annonça Laurent d'une voix blanche. « Le seau est brisé. »« Pas encore » corrigea Marianne. « Elle forme un nouveau cercle autour de Notre-Dame. Un dernier rempart. » Victor Malraux s'avança vers Mathieu, tendant une main vers la croix. « Donnez-la-moi, et votre mort sera rapide. »« Je ne crains plus la mort, capitaine » répondit calmement le vieil homme. « Je l'attends depuis 60 ans. » Dans un geste inattendu, il tendit la croix non pas à Malraux, mais à Élise. « Vous seul pouvez l'utiliser correctement. Vous n'avez pas de sang sur les mains. » Élise prit l'objet, sentant immédiatement une étrange vibration se propager dans ses doigts. La croix semblait vivante, pulsant au rythme d'un cœur invisible. « Non » rugit Malraux, se jetant vers elle. Mais au moment où il allait l'atteindre, son corps, celui de Victor, fut projeté en arrière par une force invisible. Les pierres de la croix brillaient maintenant intensément, illuminant la cave d'une lueur bleutée surnaturelle. « Les âmes » murmura Marianne. « Elle appelle les âmes. » Des silhouettes translucides commencèrent à se matérialiser autour deux marins en tenue d'époque, visages marqués par des siècles de souffrance et d'errance. « L'équipage du Vengeur » souffla Laurent. « Piégés entre les mondes, comme leur capitaine. » Victor se releva, mais son expression avait changé. Plus de fureur, seulement une profonde tristesse. Quand il parla, c'était toujours la voix de Malraux, mais dépouillée de sa rage. « Mes hommes » murmura-t-il. « Mes fidèles compagnons, condamnés par ma faute. » Mathieu s'avança, tremblant mais déterminé. « La vengeance ne les libérera pas, capitaine. Seul le pardon le peut. »« Le pardon » cracha Malraux, la colère revenant brièvement. « Après ce que vous m'avez fait ? » « Ce que mes ancêtres ont fait » corrigea doucement Mathieu. «
J'ai passé ma vie à chercher un moyen de réparer leur tort. Dehors, la tempête atteignait son paroxysme. À travers les murs, ils pouvaient entendre le grondement de la Seine qui débordait, inondant les rues de l'île Saint-Louis. Et au loin, le son impossible d'un navire fendant les eaux, le Vengeur, appelé par son capitaine, naviguant sur les rues inondées de Paris. La Seine avait brisé ses digues, déversant ses eaux noires dans les rues de Paris. Mais ce n'était plus le fleuve paisible que les Parisiens connaissaient, l'eau était devenue salée, chargée d'algues et d'étranges créatures marines qui n'auraient jamais dû s'y trouver. Et sur cette mer improvisée, glissant comme un fantôme entre les immeubles haussmanniens, le Vengeur avançait, ses voiles noires gonflées par un vent surnaturel. Dans la cave de l'hôtel Rousseau, le petit groupe sentait la présence du navire se rapprocher inexorablement. « Il vient me chercher », murmura Malraux à travers Victor. « Mon navire, mon royaume. » Élise tenait toujours la croix des abysses, dont la lueur pulsait de plus en plus intensément. Les spectres de l'équipage du Vengeur flottaient autour d'eux, leurs regards fixés sur leur capitaine avec un mélange de dévotion et de reproche. « Nous devons rejoindre Notre-Dame », déclara Marianne. Les gargouilles forment un dernier cercle de protection. C'est là que tout doit se terminer. « Comment ?» demanda François, qui n'avait pas quitté le coin le plus éloigné de la pièce. « Les rues sont inondées. » Laurent s'approcha d'une petite fenêtre au ras du plafond, qui donnait sur la rue. L'eau monte rapidement. « Bientôt, nous serons submergés ici. » Le navire, dit soudain Élise. « Nous devons monter à bord du Vengeur. »« C'est de la folie !» s'exclama François. « Non, intervint Mathieu Rousseau. C'est la seule solution. Le Vengeur est lié aux gargouilles par le pacte originel. C'est un portail entre les mondes, comme la croix. » Malraux, Victor eut un sourire étrange. « Vous oseriez monter sur mon navire ? Le domaine des damnés ? Nous n'avons pas le choix, répondit fermement Élise. Et vous non plus, capitaine. Cette vengeance ne vous a apporté que souffrance pendant plus de 2 siècles. » Un craquement assourdissant retentit au-dessus d'eux, la maison commençait à céder sous la pression de l'eau. « Nous devons sortir, pressa Laurent. Maintenant. » Ils remontèrent précipitamment l'escalier, pour découvrir le salon principal à moitié inondé. L'eau leur arrivait déjà aux genoux, glaciale et chargée de présences invisibles qui frôlaient leurs jambes. « Par ici », indiqua Mathieu en se dirigeant vers une fenêtre donnant sur la rue. Dehors, le spectacle était apocalyptique. L'île Saint-Louis était presque entièrement submergée, seuls les étages supérieurs des bâtiments émergeaient encore. Et là, majestueux et terrifiant, le Vengeur flottait, son imposante coque noire luisant sous les éclairs qui déchiraient le ciel. « Comment allons-nous l'atteindre ?» demanda François. Comme en réponse à sa question, une chaloupe se détacha du flanc du navire, glissant toute seule vers la fenêtre où il se tenait. « Il nous attend » murmura Malraux à travers Victor, une note de triomphe dans la voix. Ils n'eurent d'autre choix que de monter dans l'embarcation fantomatique, qui les transporta sans intervention humaine jusqu'au Vengeur. Une échelle de corde fut lancée, et un à un, ils grimpèrent sur le pont du navire maudit. L'équipage ou plutôt ses fantômes les accueillit en silence, leur forme translucide s'écartant pour former une aie d'honneur macabre. Au centre du pont se dressait la barre, et derrière elle, un homme qui n'était pas tout à fait là, la forme spectrale complète du capitaine Malraux, distincte de Victor qui se tenait maintenant à ses côtés, libéré momentanément de sa possession. « Bienvenue à bord du Vengeur » annonça le spectre du capitaine. Sa voix résonnait comme si elle venait des profondeurs de l'océan. Peu de vivants ont foulé ce pont depuis 2 siècles. Nous devons atteindre Notre-Dame, déclara Élise, serrant la croix contre elle. Le spectre inclina légèrement la tête. C'est précisément notre destination, mademoiselle Moreau. Le lieu où tout a commencé, et où tout doit finir. D'un geste, il fit signe à ses hommes de prendre leur poste. Les voiles se déployèrent davantage, et le navire s'ébranla, glissant sur les eaux surnaturelles qui recouvraient Paris. « C'est impossible » murmura Laurent, fasciné malgré sa terreur. Un 3-mâts ne pourrait jamais naviguer dans les rues de Paris. « Nous ne sommes plus tout à fait dans votre monde » expliqua le capitaine spectral. Le Vengeur navigue entre les réalités. Victor, affaibli mais conscient, s'approcha d'Élise. « La croix » chuchota-t-il. « Elle est la clé de tout. Elle peut ouvrir ou fermer les portes entre les mondes. »« Comment savez-vous cela ?» demanda-t-elle. « Je l'ai vu, quand il était en moi. Ses souvenirs, ses connaissances. » Le navire contournait maintenant l'île de la Cité, offrant une vue surréaliste de Paris submergé. Au loin, Notre-Dame se dressait, auréolée d'une étrange lueur bleutée.
Les gargouilles avaient quitté leur perchoir et formaient maintenant un cercle autour de la cathédrale, flottant dans les airs comme d'immenses sentinelles de pierre. Les gardiens, murmura Marianne. Ils accomplissent leur dernier devoir. Le capitaine Malraux observait la scène avec une expression indéchiffrable. Ils ont gardé mon âme prisonnière pendant si longtemps, dit-il doucement. Et maintenant, ils protègent la ville contre moi. Contre ce que vous pourriez libérer, corrigea Mathieu Rousseau. La croix n'est pas qu'un simple artefact, n'est-ce pas, capitaine? Le spectre se tourna vers le vieil homme. Vous en savez plus que vous ne le devriez, dernier des Rousseau. J'ai consacré ma vie à comprendre la malédiction qui pesait sur ma famille, répondit simplement Mathieu. La croix des abysses n'ouvre pas seulement un passage vers le monde des morts. Elle peut ouvrir une porte vers quelque chose de bien plus ancien et dangereux. Le navire s'immobilisa devant Notre-Dame, dont le parvis était maintenant submergé. Seule la cathédrale elle-même émergeait des eaux, comme une île de pierre au milieu d'un océan improvisé. Nous y sommes, annonça le capitaine. Le moment de vérité. Les gargouilles tournoyaient lentement autour des tours, leurs yeux de pierre brillant d'une lueur surnaturelle. Elles semblaient attendre, suspendues entre ciel et terre. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Laurent. Cela dépend de vous, répondit le capitaine en fixant Élise qui tenait toujours la croix. Plus précisément, de ce que vous choisirez de faire avec cet artefact. Quel choix ai-je? Demanda-t-elle. Vous pouvez l'utiliser pour sceller définitivement les portes entre les mondes, nous condamnant, moi et mon équipage, à l'oubli éternel. Ou vous pouvez libérer ce qui attend derrière le voile, compléta Marianne. L'entité que l'Église craignait tant. Ce n'est pas une entité, corrigea le capitaine. C'est une vérité. Une vérité que l'humanité n'est pas prête à affronter. Victor s'avança péniblement. Je l'ai vue, cette vérité, quand il était en moi. Elle changerait tout ce que nous croyons savoir sur notre monde, notre histoire, notre religion. Est-ce pour cela que vous avez été trahi? Demanda Élise au capitaine. Parce que vous aviez découvert cette vérité? Le spectre acquiesça lentement. Les de la Tour, les Mercier et les Rousseau finançaient mes expéditions pour le compte de l'Église. Quand j'ai rapporté la croix et ce qu'elle révélait, ils ont pris peur. L'Église a ordonné ma mort, et mes associés ont exécuté la sentence. En vous trahissant et en sabotant votre navire, murmura Élise. Puis ils ont utilisé les gargouilles, déjà imprégnées d'ancienne magie, pour créer un sceau mystique qui emprisonnerait mon âme et celle de mon équipage, continua le capitaine. Nous condamnant à errer entre les mondes pour l'éternité. Un éclair particulièrement violent illumina le ciel, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. Les gargouilles réagirent, se rapprochant de la cathédrale comme pour la protéger. Le temps presse, avertit Marianne. Le voile entre les mondes s'amincit. Élise regarda la croix dans ses mains, puis le capitaine, puis les autres. Quelle est cette vérité si terrible qu'elle justifiait un tel crime? Le capitaine s'approcha, son apparition spectrale ondulant comme de la fumée sur l'eau. Que les dieux que l'humanité a adorés à travers les âges ne sont ni divins ni démoniaques. Ils sont simplement, d'ailleurs. Et ils observent, ils attendent. La croix est une clé, ajouta Victor. Une clé pour communiquer avec eux. Ou pour les laisser entrer, compléta François, qui était resté silencieux jusque-là. Élise sentit le poids de la décision qui pesait sur ses épaules. Autour d'eux, la tempête redoublait d'intensité, comme si les éléments eux-mêmes attendaient son choix. Il y a une troisième voix, intervint soudain Mathieu Rousseau. N'est-ce pas, capitaine? Le spectre se tourna vers lui, une lueur de respect dans son regard éthéré. Vous êtes perspicace, pour un Rousseau. La croix peut être utilisée pour libérer les âmes prisonnières sans ouvrir complètement le voile, expliqua le vieil homme. Pour vous accorder, à vous et votre équipage, le repos que vous méritez, sans déchaîner ce qui attend de l'autre côté. Est-ce possible? Demanda Élise. Oui, confirma Marianne. Mais cela nécessiterait un sacrifice. Quel genre de sacrifice? Demanda Laurent, inquiet. Une âme pour des âmes, répondit simplement le capitaine. Un échange équitable. Tous les regards se tournèrent vers Mathieu Rousseau, qui sourit tristement. J'ai vécu bien trop longtemps, maintenu en vie par la même malédiction qui vous a enchaîné, capitaine. Je suis prêt. Non, protesta François. Il doit y avoir une autre solution. Mais déjà, Mathieu s'avançait vers Élise, tendant la main vers la croix. C'est mon choix. La dette de ma famille sera enfin payée. Le navire tangua violemment, comme frappé par une vague invisible.
Les gargouilles poussèrent un cri silencieux qui résonna pourtant dans leurs esprits, un avertissement, un appel à l'action. Nous devons décider maintenant, pressa Marianne. Le voile se déchire. Élise regarda une dernière fois la croix, puis la tendit à Mathieu. Êtes-vous certain? Le vieil homme acquiesça avec une sérénité surprenante. Plus que je ne l'ai jamais été en un siècle d'existence. Il prit la croix et s'avança vers la proue du navire, face à Notre-Dame. Les gargouilles cessèrent leur mouvement, comme figées dans l'attente. Capitaine, appela Mathieu. Êtes-vous prêt à renoncer à votre vengeance en échange de votre liberté? Le spectre s'approcha, sa forme devenant plus définie, plus humaine. 2 siècles de haine m'ont appris que la vengeance n'apporte aucune paix, admit-il. Je suis prêt. Mathieu éleva la croix au-dessus de sa tête. Les pierres bleues incrustées dans le métal noir s'illuminèrent d'une lueur aveuglante. Par mon sang, je paie la dette. Par mon âme, je brise les chaînes. Que ce qui fut lié soit délié. Que ce qui fut perdu soit retrouvé. Une lumière éblouissante jaillit de la croix, enveloppant Mathieu et le capitaine dans un cocon de pure énergie. Les spectres de l'équipage se rassemblèrent autour d'eux, leur forme translucide devenant de plus en plus solide. Victor s'effondra à genoux, libéré du dernier lien qui le rattachait à l'esprit du capitaine. Élise, Laurent, François et Marianne reculèrent, éblouis par l'intensité de la lumière. Un dernier éclair déchira le ciel, suivi d'un silence soudain et complet. La lumière s'estompa progressivement, révélant la proue du navire, vide. Mathieu Rousseau avait disparu, tout comme le capitaine Malraux et les spectres de son équipage. La croix des abysses gisait sur le pont, ses pierres désormais ternes, comme vidées de leur pouvoir. C'est fini, murmura Marianne. Ils sont libres. Autour d'eux, les eaux commençaient déjà à se retirer, révélant progressivement les rues de Paris. Dans le ciel, les gargouilles retournaient lentement à leur perchoir sur Notre-Dame, reprenant leur éternelle veille silencieuse. Et le vengeur lui-même semblait se dissoudre sous leurs pieds, sa substance spectrale retournant au néant d'où elle avait été arrachée. Nous devons sauter, cria Laurent en pointant le parvis de Notre-Dame qui émergeait des eaux. Maintenant. Un par un, ils sautèrent du navire fantôme, atterrissant sur les pavés mouillés du parvis. Quand ils se retournèrent, le vengeur avait presque entièrement disparu, ne laissant qu'une silhouette brumeuse qui s'effaçait dans l'aube naissante. Victor, épuisé mais enfin libéré, tenait dans sa main la croix des abysses. Que devons-nous en faire? Demanda-t-il. La remettre là où elle appartient, répondit Élise en regardant les portes de Notre-Dame. Sous la protection des gardiens de pierre. Le soleil se levait sur un Paris transformé. Les eaux s'étaient retirées aussi mystérieusement qu'elles étaient venues, laissant derrière elles une ville lavée, purifiée d'une certaine manière. Sur le parvis de Notre-Dame, encore humide de l'inondation surnaturelle, 5 silhouettes contemplaient la cathédrale en silence. C'est étrange, murmura Laurent, mais les gargouilles semblent différentes maintenant. Élise leva les yeux vers les créatures de pierre qui avaient repris leurs positions habituelles. Elles ont l'air plus sereines. Elles ont accompli leur mission, expliqua Marianne. Pendant plus de 2 siècles, elles ont maintenu l'équilibre, empêchant à la fois la vengeance du capitaine et l'ouverture complète du voile. Victor, pâle et épuisé mais enfin maître de lui-même, tenait toujours la croix des abysses. L'artefact avait perdu son éclat surnaturel, ressemblant désormais à une simple relique ancienne. Je sens encore sa présence, dit-il doucement. Pas comme avant, pas comme une possession, mais comme un souvenir. Une partie de lui restera toujours avec vous, confirma Marianne. Vous partagez son sang, après tout. François de la Tour, qui était resté silencieux depuis leur retour sur la terre ferme, s'approcha timidement de Victor. Je vous dois des excuses. Ou plutôt, ma famille doit des excuses à la vôtre, depuis des générations. Victor le considéra un moment avant de hocher la tête. Ce n'était pas votre faute. Ni la mienne. Nous étions tous prisonniers d'une histoire commencée bien avant notre naissance. Lamarque, remarqua soudain Élise en pointant le cou de François. Elle a disparu. François porta la main à son cou, stupéfait. Là où se trouvait auparavant la petite encre qui marquait sa lignée maudite, la peau était désormais lisse. La malédiction est levée, confirma Marianne. Le sacrifice de Mathieu a payé toutes les dettes. Ils entrèrent dans la cathédrale, étrangement déserte en ce matin particulier, comme si une force invisible maintenait les visiteurs à distance jusqu'à ce que le dernier acte de ce drame séculaire soit accompli. Laurent les guida vers la crypte,
suivant le même chemin qu'ils avaient emprunté quelques heures plus tôt, bien que ces heures semblaient maintenant appartenir à une autre vie. La salle circulaire avec sa maquette de Paris était intacte, malgré l'inondation qui avait ravagé la ville. Le grimoire des âmes enchaînées reposait toujours sur l'autel, ouvert à la dernière page. « Regardez » souffla Élise en s'approchant du livre. Le texte a changé. Là où se trouvaient auparavant les formules du pacte qui avaient emprisonné l'âme du capitaine Malraux, on pouvait maintenant lire une simple phrase, écrite d'une élégante calligraphie du XVIIIe siècle, « La paix vient du pardon, non de la vengeance. » SM, son dernier message, murmura Victor. Élise désigna un emplacement vide sous l'autel. C'est là que doit reposer la croix. Victor s'avança et plaça délicatement l'artefact dans la cavité prévue à cet effet. Dès que la croix toucha son réceptacle, une douce lueur bleue émana brièvement des pierres, puis s'éteignit. Un mécanisme ancien s'enclencha, et le compartiment se referma de lui-même, scellant la croix des abysses loin des regards et des convoitises. C'est vraiment terminé, maintenant, dit Marianne avec un soupir de soulagement. Ils remontèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées, tentant d'assimiler les événements extraordinaires qu'ils venaient de vivre. Sur le parvis, la vie parisienne reprenait progressivement son cours. Les premiers touristes commençaient à affluer, inconscients du drame qui s'était joué pendant la nuit. Pour eux, la tempête n'avait été qu'un phénomène météorologique particulièrement violent. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda Laurent. « Pour nous, je veux dire. Comment reprendre une vie normale après tout ça ?» Élise sourit doucement. « Je ne crois pas que nos vies puissent jamais être tout à fait normales à nouveau. Mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je retourne à Kerdre, annonça Victor. Mon phare m'attend. Mais je ne le verrai plus jamais de la même façon. La mer cache tant de secrets, et maintenant, je sais écouter ses murmures. Je vous accompagnerai, proposa Marianne. Du moins pour un temps. Il y a encore beaucoup à apprendre sur votre connexion avec le capitaine. Et puis, ajouta-t-elle avec un léger sourire, la côte normande me manque. François, qui semblait avoir vieilli et mûri en l'espace d'une nuit, s'éclaircit la gorge. Quant à moi, je crois qu'il est temps que la fortune des Delatour serve à quelque chose de constructif. Je vais créer une fondation pour la préservation du patrimoine maritime français. Un hommage discret à ceux qui ont péri en mer, et à ceux qui n'ont pas pu trouver le repos pendant si longtemps. C'est une noble initiative, approuva Élise. Et vous deux, demanda Victor en regardant Élise et Laurent. Quels sont vos projets? Laurent et Élise échangèrent un regard chargé de complicité nouvelle. Je dois terminer la restauration des gargouilles, répondit Laurent. Mais je les verrai désormais comme des êtres conscients, des gardiens, pas seulement comme des sculptures. Et j'ai une histoire à documenter, ajouta Élise. L'histoire vraie du capitaine Malraux et de son équipage. Pas comme une légende de fantôme, mais comme un chapitre oublié de notre histoire, où la cupidité et la peur ont conduit à une tragédie qui a mis 2 siècles à trouver sa résolution. Nous travaillerons ensemble, précisa Laurent en prenant doucement la main d'Élise. Il semble que nos domaines d'expertise se complètent parfaitement. Ils restèrent un moment silencieux, contemplant Notre-Dame dont les gargouilles veillaient paisiblement sur Paris. Le soleil matinal faisait étinceler les vitraux, projetant des motifs colorés sur le parvis. Il y a une dernière chose que je me demande, dit finalement François. Mathieu Rousseau, où est-il maintenant? Marianne sourit mystérieusement. Avec eux, je suppose. Son sacrifice n'était pas une fin, mais une transformation. Il a échangé une existence prolongée artificiellement contre un voyage avec ceux qu'il a aidé à libérer. Le vengeur navigue désormais sur d'autres mers, murmura Victor, comme s'il percevait quelque chose d'invisible aux autres. Des mers que nous ne pouvons imaginer. Élise sortit de sa sacoche le journal du capitaine Malraux, qu'elle avait conservé tout au long de leur aventure. Je devrais peut-être le remettre aux archives nationales, dit-elle pensivement. Non, intervint Victor. Gardez-le. C'est à vous qu'il a choisi de se révéler. C'est vous qui raconterez son histoire. Élise hocha la tête, touchée par cette confiance. Elle ouvrit délicatement le journal à la dernière page, où une nouvelle entrée était apparue, écrite de la même calligraphie élégante que la phrase dans le grimoire, « À ceux qui ont brisé mes chaînes, ma gratitude est éternelle. » Le vengeur a trouvé sa dernière destination, non dans la vengeance, mais dans la vérité. Veillez sur la croix, car certaines portes doivent rester entr'ouvertes ni complètement fermées, ni grand ouvertes. Car c'est dans cet entre-deux que réside la sagesse. Capitaine Sébastien Malraux, enfin en paix.
Entr'ouverte, répéta doucement Élise. Ni fermée, ni ouverte. Un équilibre, compléta Marianne. Comme celui que maintiennent les gargouilles. Au-dessus d'eux, l'une des gargouilles, celle que Laurent avait restaurée, représentant une créature mi-homme mi-poisson, sembla brièvement changer d'expression, comme si elle leur adressait un sourire complice. Je crois qu'elles continueront à veiller, dit Laurent en suivant le regard d'Élise. Pas comme des geôlières, mais comme des gardiennes de la mémoire. Et nous aussi, ajouta Élise. Nous sommes désormais les gardiens de cette histoire. Ils se séparèrent peu après, chacun retournant à sa vie avec la promesse de rester en contact. Victor et Marianne prirent la route de la Normandie. François se dirigea vers les bureaux de sa fondation naissante. Laurent retourna à son atelier de restauration. Élise, quant à elle, s'attarda un moment sur le parvis, contemplant une dernière fois la façade de Notre-Dame. Un frisson parcourut son échine lorsqu'elle crut apercevoir, l'espace d'un instant, la silhouette d'un navire à 3 mâts se reflétant dans les vitraux de la rosace. « Bon voyage, capitaine » murmura-t-elle avant de s'éloigner, le journal serré contre son cœur. Dans les jours qui suivirent, Paris retrouva son rythme habituel. L'étrange tempête et l'inondation inexplicable devinrent rapidement une simple anecdote météorologique, une curiosité vite oubliée dans le tumulte de la vie moderne. Mais parfois, les nuits de pleine lune, les pêcheurs de la côte normande racontent qu'on peut apercevoir au loin la silhouette d'un 3-mâts au voile noir, naviguant paisiblement vers l'horizon. Et à Paris, les gargouilles de Notre-Dame semblent parfois changer subtilement de position, comme si elles suivaient des yeux un navire invisible traversant le ciel étoilé. Car certaines histoires ne finissent jamais vraiment. Elles continuent à vivre dans les murmures du vent, dans le clapotis des vagues contre la coque d'un navire fantôme, et dans la pierre vigilante des gardiens qui veillent éternellement sur les secrets de la ville des Lumières.